Bonjour à tous, merci d'être venus ici pour cette conférence. Je remercie effectivement tout le joyeux comité d'organisation de Scientilivre de m'avoir demandé de venir vous parler cette fois-ci de la couleur, mais dans le monde minéral. On a vu un certain nombre de conférences sur la couleur telle qu'elle est perçue par les physiciens, les neurobiologistes. La couleur dans le monde naturel. Alors, on a vu du végétal, de l'animal. Et bien maintenant, on va parler du monde minéral cette fois-ci. Donc, et en particulier de deux minéraux qui ont à eux seuls créé une petite partie de l'histoire de France. Il s'agissait donc d'un diamant qui était bleu, ce qui est quand même très rare, et d'un saphir qui est bleu, ce qui est très courant. Enfin, sauf que le saphir n'est pas si courant que ça, mais un saphir, en général, c'est très souvent bleu. Alors, il y a une occasion particulière parce que 2022, c'est l'année internationale de la minéralogie, surtout à partir de juin. Elle a été décrétée par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre d'une année sur le développement durable et en particulier la minéralogie. Et nous, minéralogistes, parce que j'ai oublié de dire, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle et les collections de minéralogie sont à Paris. Elles pourraient être dans d'autres endroits puisqu'on est sur toute la France. Je dis bien, on n'est pas le muséum de Paris comme il y a un muséum à Toulouse. On n'est pas municipal, on est national. Donc on appartient aussi à Toulouse et on représente toute la France. Et en particulier, pourquoi cette année en particulier est l'année internationale de la minéralogie? C'est parce qu'on fête les 200 ans du décès d'un des plus grands scientifiques français, mais qui est quasiment inconnu. C'est René Juste Haüy. Et je vous présente un tableau en première. C'est un tableau, je comprends bien que le personnage est peu connu, mais c'est la première fois, c'est un tableau que j'ai redécouvert dans une collection et c'est un tableau inédit que je présente pour la première fois aujourd'hui. Un tableau de ce grand savant. Alors, vous voyez bien le style. On est à la fin du XVIIIe siècle. Il est en habit d'académicien. Il a reçu la Légion d'honneur. Et en fin de compte, c'était un abbé à l'origine, formé au Prémontré. Il était le chanoine de Notre-Dame de Paris. Donc, on voit bien quelqu'un de très important à la fin du XVIIIe siècle dans la hiérarchie ecclésiastique française. Il avait comme pas mal de gens lettrés de cette époque, beaucoup de cordes à son arc, botaniste, claveciniste émérite, violoniste, poète, mais surtout botaniste de formation. Et en fait, il est le père de la minéralogie, le père de la cristallographie et le père de la gémologie moderne. Alors, donc, minéralogie sans science, c'est la science des minéraux. La cristallographie, la science des cristaux. Alors, minéraux et cristaux, ça se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de substances qui sont à la fois les deux. Le cristal de roche, le saphir, le diamant, c'est à la fois des cristaux et des minéraux. Et il est aussi le père de la gémologie moderne. Et là, bien sûr, on pense très facilement au diamant et au saphir. Et en fait, il est très très important parce qu'il est aussi le fondateur du kilogramme avec Lavoisier. Et cette petite unité du système métrique qui a été mise en place à la Révolution française sous la Terreur en 1793, et petite unité qui s'est propagée au monde entier. Donc vous voyez quand même, c'est une contribution absolument essentielle. Et il a été l'un des premiers titulaires de la Légion d'honneur. C'est un ami personnel de l'empereur Napoléon. Donc c'est l'un des plus grands français. Il est très peu connu parce que c'était quelqu'un de très modeste, de très réservé, mais on le connaît à travers ses objets qui sont essentiellement conservés au Muséum national. Alors sur la partie gauche de cette diapositive, vous avez des minéraux dans leur jus fin 18e, début 19e, avec les petits socles étiquetés de la main du maître. Des instruments pour mesurer les cristaux, des modèles en bois pour expliquer aux étudiants ses compréhensions de la cristallographie et comment un cristal se construit selon les théories qu'il a mis en place. Et puis aussi, donc,
Il aimait beaucoup les pierres précieuses avec des séries d'aigues marines ici taillées et aussi les objets d'art comme ce petit coffre magnifique qui fait 8 cm de long qui est en marbre blanc constellé de petits cristaux de pyrite. C'est une petite merveille. Mais vous voyez qu'il considère même les objets d'art comme des objets de science parce que le petit coffre est sur un socle en bois avec une petite étiquette et un numéro d'inventaire. Donc il a été le premier à donner des descriptions scientifiques sur des objets d'art avec des descriptions précises des matériaux, comme on le fait de nos jours dès qu'il y a des ventes aux enchères d'objets précieux avec des matériaux spéciaux, on donne des analyses chimiques précises. Et bien lui est le premier à le faire. Et en fin de compte, l'importance de René Justahui en tant que fondateur de la science, de la physique et la chimie des minéraux, eh ben, vous le retrouvez chez toutes ces compagnies, ces grandes compagnies industrielles que vous voyez s'afficher avec tous leurs logos. Et vous voyez qu'on est dans les 3/4 du CAC 40, se base fondamentalement sur les découvertes de René Justahui, qui a été le premier à donc comprendre, à essayer de comprendre. Alors bien sûr, depuis, nos connaissances sont beaucoup améliorées, mais il a été le premier à jeter les bases de la science des matériaux, de minéralogie, des cristaux, etc. Alors, et vous voyez, ça inclut même des sociétés comme Sanofi qui sont plutôt dans la biologie. On n'est pas dans le monde minéral a priori, mais en fin de compte, il a posé les bases qui ont permis plus tard de comprendre la structure des virus. C'est d'ailleurs sur des travaux de cristallographie sur les virus qu'on peut faire des vaccins de nos jours. Alors, il n'y a pas que cette technologie. Maintenant, il y a l'ARN messager dont on a beaucoup parlé. Mais toute la compréhension à l'heure actuelle, par exemple, de la fabrication du prochain virus de la grippe est basée sur des travaux de cristallographie parce que la structure d'un virus peut être cristallisée, peut être analysée, comprise, ce qui peut permettre ensuite de comprendre les points faibles du virus et de mieux l'attaquer par un traitement. Alors, je parle aussi beaucoup d'histoire de France parce qu'on est sur quelqu'un de la fin du XVIIIe siècle et début XIXe siècle. Alors, il y a la façon traditionnelle d'aborder l'histoire de France, ce qu'on dit de façon un peu caricaturale, les batailles, les conquêtes, les pertes du territoire. Mais moi, je suis bien plus intéressé de parler d'histoire de France par son histoire culturelle. Et vous voyez une gravure de 1671 de Sébastien Leclerc où on voit le roi visiter le jardin des plantes, le jardin royal des plantes. Ce qui est le jardin des plantes, alors vous en avez un magnifique donc à Toulouse, mais là on parle bien du jardin des plantes à Paris. Vous avez même à l'arrière, à travers la grande croisée, la grande fenêtre, ici tout à l'arrière, l'observatoire de Paris qui était à cette époque-là dans des champs. Et donc le roi, quand il ne guerroyait pas, notamment à cette époque-là, le roi est encore jeune, c'est un roi qui danse, qui adore les arts, la science, qui mécène énormément artistes et scientifiques. Il vient de créer l'Académie des sciences, il vient de créer l'Académie de danse et de musique, donc l'opéra. Il a créé un certain nombre d'académies pour le rayonnement scientifique et culturel d'une façon générale de la France. C'est ce qu'on dirait de nos jours du soft power. Et donc, il visite ce jardin royal des plantes, donc le muséum où je travaille maintenant. Et à travers le soft power, comme on dit maintenant en France, c'est-à-dire cette sorte de diplomatie de la culture, il va être le premier à élaborer un inventaire royal des joyaux de la couronne, mais de manière vraiment... je ne vais pas dire scientifique parce que la science à cette époque-là était encore pas aussi développée, mais de façon la plus précise et rigoureuse possible, avec notamment les 3 grandes pierres, les 3 grandes gemmes de la couronne de France. En premier, un très grand diamant fort épais appelé le Sancy. En deuxième, un grand diamant brillant bleu. En troisième et dernier,
un saphir d'Orient, losange pesant 132 carats. Vous voyez, on arrive à lire très bien. Et le premier item est relativement bien connu. C'est un diamant en forme d'amande qui avait été donné par son mentor, le cardinal Mazarin, à sa mort en 1661. Il pèse 55 carats. On divisera donc par 5 pour avoir les grammes. Donc on est sur une pierre conséquente qui fait environ 3 cm de haut sur 2 cm de côté. Il y a un grand diamant dont on sait vraiment très peu de choses, le grand diamant bleu. Il a été rapporté par un négociant français, Jean-Baptiste Tavernier, mais il est volé en 1792. Il est retaillé sous forme d'un brillant de 45 carats qui se trouve maintenant à Washington et on avait très peu d'informations. Avant que je m'en occupe un petit peu, sur l'aspect de ce diamant. Le troisième, il est, lui, d'origine inconnue. Il était, en tout cas. Il pèse 135,8 carats, donc c'est de loin la plus grosse des pierres. Et il est toujours conservé à l'heure actuelle au Muséum d'histoire naturelle. Il n'est pas au musée du Louvre et vous allez comprendre pourquoi il ne l'est pas. Donc je me suis dit, on va essayer de résoudre les deux énigmes, à quoi ressemblait ce diamant bleu et quelle était l'origine du saphir. Alors ce grand saphir, il a premièrement été surtout étudié au XVIIIe siècle par un minéralogiste encore moins connu que René Justahuy, il s'appelle Jean-Baptiste Romé de Lille. Et il a été pas du tout convaincu que c'était une gemme, c'est-à-dire une pierre polie par l'homme, comme on le pensait au XVIIe siècle, du temps de Louis XIV, qui l'a fait acquérir en 1669. Et alors il montre un dessin de ce grand saphir qu'il dit avoir vu dans les Joyaux de la Couronne, c'est le numéro 2 que vous avez ici. Et lui est persuadé que les facettes de cette pierre sont des facettes naturelles. Parce qu'à cette époque-là, on ne comprenait pas bien la science des cristaux. Et donc, dès qu'on voyait un objet avec des facettes, surtout des facettes très inhabituelles pour une pierre précieuse, on ne s'attend pas à une pierre précieuse taillée par un lapidaire, un diamantaire, qui puisse avoir une forme aussi géométrique. Alors, il a pensé que c'était un cristal. Et donc, il faudra attendre René Justahuy pour que ce saphir, en l'étudiant, les phases de ce saphir-là, qu'on revienne à la version du XVIIe siècle qui disait que c'était effectivement une pierre qui avait été taillée par un lapidaire. Et l'expression est très truculente. Moi, je l'aime bien, l'expression de René Justahuy, « J'y vois la main du poli de l'art ». Donc, et lui arrivait à développer des méthodologies qui permettaient de faire la différence entre les facettes naturelles des minéraux, des cristaux, des facettes qui avaient été élaborées par des lapidaires. Et sans connaître ces différences, on imagine qu'à l'époque, c'était très difficile de distinguer les uns des autres. Alors donc, ça a été le grand travail de René Justahuy. Et moi, sur ce saphir, j'ai mesuré sa couleur à 3 endroits différents, zone 1, zone 2, zone 3. Et on a obtenu 3 spectres qui montrent l'intensité de l'absorption des différentes longueurs d'onde de la lumière blanche en fonction de leur énergie. Et je vous ai rappelé ici les longueurs d'onde qui correspondent plutôt au bleu, les longueurs d'onde qui correspondent ici vers 700 nanomètres plutôt au rouge. Avant, c'est les ultraviolets, on ne sait pas les voir. Au-delà, c'est les infrarouges, on ne sait pas les voir. Mais les machines savent les mesurer. Et pour nous, ce qui nous apparaît bleu, en fin de compte, nous, on utilise effectivement le mot bleu, mais dans notre tête, en fin de compte, c'est une combinaison de plein de couleurs différentes, dans lequel, dans ce bleu-là, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a à peu près toutes les couleurs, y compris de l'infrarouge, mais ce saphir-là absorbe beaucoup moins le bleu que le vert, le jaune ou le rouge, et c'est pour ça qu'il nous apparaît bleu. Mais en fin de compte, c'est une couleur un peu, la couleur de tout objet, en fait, c'est une couleur résiduelle, et ça ne correspond pas à une longueur d'onde bien particulière. C'est un ensemble de longueurs d'onde qui vont du bleu au rouge, mais avec un creux d'absorption dans le bleu qui nous donne l'impression qu'il est bleu. Mais en fin de compte, en étudiant la position des sommets
de chacune des bosses de ce spectre. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça nous permet de savoir qu'on a affaire à un saphir qui a cristallisé dans des roches métamorphiques. Et en étudiant le contexte du XVIIe siècle, seul Sri Lanka, l'île qu'on appelait Ceylan avant, pouvait produire un tel saphir. Donc on sait que ce saphir vient de Sri Lanka. Les archives nous ont dit que le roi l'a acquis en 1669 et l'ensemble des choses permet vraisemblablement de nous dire que c'est possiblement Jean-Baptiste Tavernier qui avait rapporté un grand diamant bleu pour Louis XIV, qui avait possiblement aussi ramené le grand saphir parce que quelques années auparavant, il était dans le continent indien et il prospectait les plus belles pierres précieuses pour le compte du roi. On sait qu'il a ramené un grand diamant bleu. Donc on pense que c'est lui qui a dû ramener ce grand saphir et on pense donc que ce saphir, ce poli très original, cette pierre taillée de façon très inhabituelle pour un saphir, est vraisemblablement l'œuvre d'un maître lapidaire de Ceylan ou de l'Inde, parce qu'en Europe on l'aurait taillé avec plein de facettes comme on a plus l'habitude dans notre mémoire, mais que c'est vraisemblablement le fruit de l'art indo-moghol, c'est-à-dire de cette dynastie d'empereurs musulmans qui contrôlait toute l'Inde à l'époque, mais en général, les lapidaires étaient musulmans, mais les mineurs étaient indiens. Donc c'est pour ça qu'on dit indo-moghol, parce qu'il y avait vraisemblablement les deux confessions qui étaient impliquées dans le travail de ces pierres. Alors ce saphir bleu a une chose vraiment étonnante, et c'est une photo que je monte aussi pour la première fois. J'ai fait cette photo en 2013, mais je me suis rendu compte de quelque chose de très étonnant sur ce saphir il y a seulement 15 jours. C'est que j'ai posé le saphir sur une surface noire réflective, et vous voyez que l'arête, qui est pourtant bien bleue au-dessus, s'est réfléchie dans une couleur verte. Donc c'est ce qu'on appelle, alors je l'ai appelé le rayon vert du saphir, hein, je pousse un peu parce que tout ce qui est rayon vert, ça fait un peu vibrer, mais donc je l'appelle un peu comme ça, il n'y a que moi ça reste entre nous évidemment. Et donc ça illustre une propriété du saphir qui permet ce qu'on appelle son dichroïsme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il a plusieurs couleurs. Vous le voyez bleu, on le voit essentiellement bleu, mais si on fait des expériences sur le saphir avec des conditions particulières, la physique du solide permet, dans certains cas, de voir les autres couleurs qui sont contenues dans ce saphir et qui, quelquefois, arrivent à devenir dominantes. Et là, la réflexion, je n'ai pas encore bien compris le jeu optique, mais ici, la réflexion de la couleur bleue de l'arête du saphir devient verte. Et nous, on le reconnaît très bien à l'œil nu, c'est typique, c'est un vert de saphir. Ça, on le voit tout de suite, nous. Donc, c'était un peu rigolo. Et puis, je vais essayer de vous montrer maintenant la couleur rouge qui est contenue dans ce saphir. Quand à la lumière naturelle, vous voyez, il est d'un beau bleu. Mais si on l'arrose avec un laser vert à 532 nanomètres, eh ben, le laser, bon, il est vert tant qu'il ne rentre pas dans le saphir. Mais dès qu'il traverse le saphir, on voit le saphir devient rouge. Et on peut l'expliquer avec le même type de diagramme qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit bien l'impact quand on mesure ce qui se passe au niveau de la couleur ici. On voit bien l'impact du laser qui est vert vers 532 nanomètres, mais on voit aussi très bien ce saphir qui, en retour, renvoie les pouillèmes de couleur rouge qu'il contient, que d'habitude on ne voit pas avec la lumière solaire parce que le bleu est la couleur dominante, mais l'intensité ici du laser est tellement forte que ça excite, ça suramplifie les pouillèmes de couleur rouge et qui fait que maintenant on arrive à le voir. Donc c'est une couleur qui est réémise, une fluorescence qui est réémise, et elle est due à des petites impuretés de chrome qui se trouvent dans le saphir, et vous ne serez pas étonné d'apprendre, si vous le savez même, j'en suis sûr, que c'est le chrome qui colore ce minéral en rouge, et dans ce cas-là on appelle ça un rubis. Donc rubis et saphir, hein, c'est frères et sœurs, simplement la couleur est différente. Et on peut observer d'autres phénomènes de lumière très intéressants. C'est ce qu'on appelle la phosphorescence, c'est-à-dire quand vous illuminez une pierre, qu'elle soit taillée ou naturelle, par une certaine lumière,
mais que après, quand on va dans l'obscurité, eh bien, le minéral continue à luminescer, un peu comme les vers luisants dans le noir. Et c'est le cas notamment d'un certain diamant bleu dont j'ai parlé tout à l'heure, le fameux diamant Hope qui est à Washington, qui est notre diamant bleu qui a été volé, retaillé en 1792. J'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien, lui, il phosphoresce aussi. Et curieusement, c'est aussi en rouge. C'est-à-dire quand on l'arrose, notamment d'ultraviolet, et qu'on arrête la lampe ultraviolette et qu'on se met dans l'obscurité, eh bien, on voit une tache rouge qui diminue. Et après, au bout de plusieurs secondes, on ne voit plus rien. On est vraiment dans le noir. Mais il émet aussi une lumière rouge, mais ce n'est pas du tout le même principe que dans le cas du saphir. Ici, ce n'est pas du chrome qui est à l'origine de cette couleur, c'est du bore, c'est un élément qui est proche du carbone, mais en un peu plus léger, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc comme quoi, on ne peut pas dire le rouge c'est tel élément qui est à l'origine de la couleur, on peut avoir deux couleurs extrêmement similaires, comme vous pouvez voir là, c'est rouge très fort, mais qui sont dus à des éléments chimiques extrêmement différents. Alors j'ai retrouvé en 2008 le moulage du diamant bleu, d'un diamant inconnu dans les réserves du muséum. Bon, j'ai beaucoup parlé à ce sujet-là. Je ne vais pas trop détailler l'historique de cette découverte, mais en arrivant au muséum, dans le tiroir des diamants, je tombe sur un moulage en plomb d'un diamant. Alors moi, j'y connaissais rien en pierres précieuses à l'époque. Je faisais l'inventaire des tiroirs des diamants parce que je me disais, c'est les pierres précieuses les plus chères, donc il faut commencer par ça. Et j'étais quand même très étonné de voir un morceau de plomb au milieu des diamants. C'était tout l'opposé, c'était pas transparent, c'était gris, c'était lourd. Je disais, mais quelqu'un s'est trompé dans l'inventaire. Pourtant, l'étiquette disait bien moulage en plomb d'un diamant. Et j'y connaissais rien en diamant, simplement, j'ai trouvé l'objet très beau. C'est vraiment son aspect esthétique. Et donc, j'ai été chercher en bibliothèque des livres sur les diamants, parce que honnêtement, j'en connaissais moins que vous, hein, je vous promets. Et donc, je suis arrivé sur la piste du fameux diamant bleu de Louis XIV qui avait été volé à la Révolution. Et l'histoire a fait, on ne comprend pas trop bien pourquoi, qu'on avait un moulage de ce diamant qui avait disparu, pour lequel on n'avait aucune iconographie. Je l'emmène à Washington. J'ai le suprême honneur d'avoir le fameux diamant Hope, qui est l'un des diamants les plus connus au monde, démonté pour moi. Et je le mets l'un à côté de l'autre pour essayer de... En fait, je vais bien vous avouer, j'ai essayé... Alors, dans un premier temps, j'ai remplacé le Hope par une réplique, mais ils l'ont vu. Alors bon, donc j'ai pas pu revenir en France avec. Mais par contre, après, j'ai essayé une deuxième tentative. J'ai pris le diamant Hope. Enfin non, j'ai pris le moulage, puis je l'ai fait toucher le moulage. Et puis j'ai dit une incantation maléfique et diabolique. Mais ça n'a pas marché, parce que je voulais bien que le plomb absorbe le diamant bleu. Mais bon, ça n'a pas marché. Mais j'ai tout fait, hein. Mais bon, ça n'a pas marché. Mais on a pris la circonférence et très rapidement, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'hypothèse chez les joailliers qui disaient à l'époque « Oh, ce diamant bleu trouvé à Londres en 1812, 20 ans exactement après le vol à Paris du diamant bleu de Louis XIV, ça devait être bien le diamant français qu'on nous a volé. » Et effectivement, on voit bien le travail des receleurs et des voleurs qui a consisté à raboter les trois coins de ce magnifique diamant triangulaire et de façon à en faire un nouveau diamant. Il était tellement nouveau avec sa forme ovale que pendant 30 ou 40 ans, au 19e siècle, personne n'a fait le rapprochement entre ce nouveau diamant et l'ancien diamant qu'on avait perdu. Et donc, moi, j'ai pu, grâce au scanner, de ce moulage au muséum. On a eu la chance de faire un film avec National Geographic qui est passé sur Arte à une époque en français. Et donc on a fait tourner ce moulage en plomb dans cette machine, dans ce scanner, qui nous a permis de reconstituer un modèle en 3 dimensions de ce diamant. Après moult, c'est pas aussi simple, hein, mais on y arrive. On a fait la même chose avec le diamant Hope. Vous le voyez s'inscrire à l'intérieur du diamant bleu, que ce soit la vue du dessus, la vue de côté en regardant comme ça, et la vue de côté en regardant latéralement. Parce que si le contour marchait bien d'un point de vue
vu d'en haut, il fallait quand même vérifier que ça marchait bien aussi sur les côtés. Et là, vous voyez bien que ce qu'ont fait les resellers, les voleurs, ils ont épluché entre guillemets le diamant triangulaire d'origine pour le rendre ovale, et tout ce qu'ils ont enlevé comme matière, qui fait que le diamant est passé de 69 carats à 45 carats, c'est-à-dire de 13 à 9 grammes, en gros. On est vraiment sur des petites choses, eh bien, n'a pas pu être récupéré pour tailler une autre pierre, puisque c'était une deuxième hypothèse. Il y avait un certain nombre de diamants bleus sur le marché, plus petits, qui revendiquaient la paternité royale française, comme quoi il y avait plein de gens qui possédaient des diamants volés et qui essayaient de récupérer ce qu'ils appelaient, eux, un pédigré illustre. Alors après, on a fait une analyse, et notamment ma collègue Héloïse Gaillou à l'École des Mines, mais à l'époque, elle était Héloïse travaillait à la Smithsonian, à Washington. Elle a fait une chose extrêmement délicate, c'est qu'elle a pris le diamant haut, puis elle a étudié avec une machine très particulière, qui est une NanoSIMS, une sonde isotopique bien particulière, et elle a pu montrer que, effectivement, dans le réseau d'atomes de carbone qui constitue le diamant. Si le diamant est très pur, il est incolore, mais s'il y a un atome de carbone qui est remplacé par un atome de bore, cet élément, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est légèrement plus léger que le carbone, qui n'induit pas de couleur. Le bore, ce n'est pas particulièrement bleu, mais quand vous en mettez dans le diamant, ben, ça va initier une couleur bleue. Et nous avons été les premiers au monde à faire des calculs de mécanique quantique, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais qui nous ont permis de reconstituer la couleur d'un diamant bleu à partir de l'édifice cristallin atomique que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire beaucoup d'atomes de carbone, un atome de bore mis dans la structure, et on a pu comparer le spectre calculé ici en rouge au spectre mesuré sur le diamant Hope, et vous voyez, ça ne se superpose pas exactement, mais grosso modo, l'allure est la même. On a un creux dans les longueurs d'onde vers 400 nanomètres qui sont les choses qui vont induire une couleur bleue au niveau de ce diamant. Et donc, j'ai utilisé un autre logiciel qui fait ce qu'on appelle du ray tracing, c'est-à-dire il va simuler dans une pierre donnée, avec une forme donnée, une couleur donnée, comment la lumière va jouer dans la pierre, et on va pouvoir reconstituer sur ordinateur à quoi va ressembler le diamant. Alors les diamantaires l'utilisent avant de retailler un diamant, c'est-à-dire ils ont un diamant brut, ils le scannent, ils mesurent sa couleur, et grâce à l'ordinateur, ils arrivent à prévoir à quoi la pierre va ressembler. Ben moi, j'ai utilisé le logiciel complètement à l'envers. J'ai travaillé à partir d'un diamant qu'on connaît pour remonter à son père, son prédécesseur. Et donc, voilà ce que ça donne pour le diamant Hope. Vous voyez qu'entre la réalité et puis la simulation, bah, c'est assez similaire. Ce n'est pas identique. D'ailleurs, il ne faut pas que ce soit identique. Ça prouve que le calcul est trop bien fait. C'est qu'il y a quelque chose, ça veut dire que le scientifique peut-être a voulu trop modifier le code pour que ça colle. Donc, mais on voit à peu près, vous voyez, un diamant qui est d'un bleu très foncé, avec au centre une facette un petit peu plus claire. Je ne vais pas aller trop dans les détails, parce que surtout, j'ai voulu l'appliquer au diamant bleu de Louis XIV, maintenant que la méthodologie était validée sur un diamant actuel. Alors, vous avez à titre de comparaison un brillant actuel, les brillants ronds, dans lequel il est très important de nos jours que la majorité des facettes soient dans un camailleux de bleu, entre un bleu clair et un bleu foncé. Et de temps en temps, on a les feux du diamant qui sont des sortes de mini arc-en-ciel dans la pierre. Mais quand on fait ça pour le diamant bleu, ce que vous voyez ici à gauche, de 69 carats, on voit quelque chose de très bizarre, c'est qu'on voit 8 facettes, une au centre, 7 tout autour, qui permettent de voir à travers le diamant, c'est-à-dire qu'on voit le papier blanc sur lequel la pierre est posée. Tout ça, c'est du virtuel, hein. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Je me suis dit, c'est un diamantaire qui fait ça, c'est pas normal, parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi c'est pas bleu? Ça serait tellement mieux si c'était bleu. Alors, j'ai été dans les inventaires historiques de 1681,
91, pardon. Et là, vous allez lire avec moi, c'est ce qu'on appelle la paléographie. Et moi, je ne suis pas historien, donc j'ai beaucoup souffert au début pour décoder cette écriture du XVIIe siècle. Donc vous voyez un très grand diamant violet fort épais, ligne d'ensuite, taillé à facettes avec un seul T, à la mode des deux côtés, ça veut dire en brillant. L'un moins élevé que l'autre, c'est-à-dire que le dessus est moins épais que le dessous, en forme de cœur, court, à 8 pans, d'eau très vive et nette, pesant 67 carats 1/8. Donc c'est des carats anciens de Paris, ça veut dire en carats métriques actuels 69,0 carats, dans un bâton d'or émaillé par derrière, estimé 400 000 livres. 400 000 livres, c'est 200 kilos d'or. Donc vous voyez qu'un diamant en fait, qui fait 3 cm sur 2,5 et 13 mm d'épaisseur est équivalent à cette époque à donc 200 kg d'or. C'est pour vous dire l'intensité du prix. Alors ce bâton d'or émaillé par derrière, ça m'a fait penser à un saphir qu'on a dans les collections du muséum, qui est de la collection de René Justahuy, que vous voyez ici. Et donc on voit cette tige qui sert à manipuler la gemme de façon à ne pas l'attacher. C'est ce qu'on, dans le métier, on appelle ça poser des rillettes. C'est-à-dire qu'on a les doigts gras du croissant ou du sandwich rillettes et on met ça sur la pierre, ben, ça fait des empreintes digitales, on peut retomber à l'auteur du crime, on peut retrouver l'auteur du crime. Bon, on n'aime pas ça. Donc ces tiges en or servent à manipuler la gemme. Et alors j'ai l'impression que pour le diamant bleu, c'était la même chose. On n'a malheureusement aucune gravure. C'est une coupe cette fois-ci. Là, vous l'avez en face, en coupe. Le diamant en coupe, il est enchâssé dans une sorte de coquille d'or avec une sorte de tige qui devait être le bâton pour le manipuler. Et donc j'ai fait une simulation et on pense que je pense que ça devait ressembler à quelque chose comme ça. Alors c'est moi qui ai pas mal inventé le certi tout autour. J'ai essayé de faire quelque chose assez grand siècle dans le style du XVIIe, mais on ne sait pas du tout s'il y avait un pompon ici, mais vous avez un certain nombre d'objets dans les collections royales de cette époque qui ont ce genre d'enrichissement. Et donc la pierre, vous voyez que surtout au centre de la pierre, ces 8 facettes qui apparaissaient blanches quand elles étaient posées sur un papier, eh bien maintenant elles deviennent dorées. C'est-à-dire que l'or, qu'on ne voit pas par derrière parce qu'il est émaillé, se voit de par le certi tout autour et surtout à travers les facettes du centre. Alors, sachant que c'est Louis XIV qui a fait ça, qui a été, pardon, à l'origine... Bon, pardon. J'ai un petit problème de... Voilà. Comme c'est Louis XIV... Bon, je sais pas, il veut pas... on va avancer. Vous connaissez tous ce tableau magnifique de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud. Et donc, vous avez pu voir sur le manteau de sacre, notamment les fleurs de lys d'or brodées sur un velours bleu. On est tout à fait dans les couleurs de la monarchie française, d'azur et d'or. Mais en plus, on a un diamant qui est à l'effigie du roi Soleil. Et c'est dans toute l'histoire, même au XXe, XXIe siècle, vous n'allez pas avoir d'autres diamants qui seront taillés à l'image, alors certes très symbolique, mais d'une personne. C'est le seul diamant de l'histoire qui a été taillé de cette manière-là. Donc on le resitue dans le contexte de tout à l'heure. Comme je vous disais, c'est un roi qui n'est pas encore trop guerrier. Il crée l'Académie des sciences, notamment ici, c'est la séquence d'inauguration de l'Académie des sciences avec la construction de l'observatoire. Rappelez-vous la première gravure, la gravure que je vous ai montrée tout à l'heure de 1671, c'est le même observatoire qu'on voit, et le roi qui accueille les grands scientifiques, notamment Huygens. Huygens, le grand astronome, est ici. Et donc c'est un roi qui n'est pas trop belliciste, à contrario du roi plus tard, qui dès qu'il va s'installer à Versailles, va devenir un roi beaucoup plus guerroyer, qui va guerroyer beaucoup plus belliciste, et il va finir par ruiner le royaume. Mais on n'est pas du tout dans cette optique-là. Le jeune roi est un peu plus clairvoyant.
Et donc, c'est surtout qu'on a un modèle héliocentrique de l'univers parce que vous voyez, vous rappelez le diamant, le soleil royal est au centre du diamant et tout autour, vous avez ce ciel bleu constellé d'étoiles qui est ce diamant qui scintille. Et donc, le roi se met au centre de la cosmogonie officielle, ce qui n'était pas du tout acceptable pour le Vatican à cette époque. On se rappelle que Galilée avait été condamné en 1633 et pourtant, il avait dit « et pourtant », elle tourne, la Terre, parce que l'Église considérait plutôt le modèle pythagoricien dans lequel c'était la Terre qui était au centre, parce que les dieux l'avaient voulu. Les dieux s'étaient transformés en un dieu à partir du IIIe siècle. Et donc Dieu, avec un grand D, prétendument avait mis donc la Terre au centre de l'univers. Et bien là, à travers ce symbolisme, notamment, Louis XIV accepte les thèses qui viennent d'Europe du Nord, Kepler, Copernic, et surtout Descartes, qui était mort quelques années auparavant, mais dans son ouvrage posthume qui va s'appeler Le Monde, qui date de 1634, mais qui refusera de publier à l'époque parce qu'il avait peur de la condamnation de l'Église, mais le fait publier de manière posthume. Il confirme les données de Copernic et le roi entérine cette décision qui est à contrario de ce que le Vatican professe. Il faudra attendre 1755 sous Louis XV pour que l'Église accepte le modèle copernicien héliocentrique de l'univers. Donc vous voyez, on a affaire à un roi qui vraiment fait la promotion de l'art et des sciences. Alors maintenant, notre tableau sur les joyaux de la couronne est complet, enfin quasiment complet. Il y a encore un certain nombre d'énigmes. Et on s'est amusé à reconstituer ce diamant. Alors on l'a fait en plusieurs étapes. On a essayé en 2008, mais on n'était pas trop content du résultat. Alors on a été voir un autre lapidaire. On a eu un deuxième modèle en 2012. Ah, on n'était pas trop content. Finalement, on a trouvé, je pense, une solution parfaite. On a fait faire une réplique incolore du diamant bleu à partir du moulage. Parce que le gros problème, c'est d'avoir un matériau qui a exactement le même bleu qu'un diamant bleu. On ne peut pas prendre un saphir, d'abord ça coûte cher, et le bleu du saphir c'est un bleu plus chaud. Ce que vous avez vu ici sur les simulations, un diamant bleu c'est un bleu plus froid. Alors on a pris, et il faut que ce soit un matériau qui ait des propriétés très proches du diamant d'un point de vue optique. Alors on a pris de la zircone cubique, incolore, qu'on a mis dans une chambre à 2000 degrés sous ultravide, et on a pris de l'or et des terres rares qu'on a vaporisées, et ça a déposé des nanoparticules d'or et de terres rares sur le diamant, qui fait, c'est juste une couverture en surface, qui fait que vous avez l'impression qu'il est bleu. Et à force d'une centaine d'essais, on a réussi à avoir quasiment la simulation. Et on a pu le faire pour les 3 versions du diamant. Le diamant haut, pour lequel nous sommes ravis d'avoir fait un faux officiel. Le diamant bleu de Louis XIV, là qui apparaît ici, y compris, j'en ai pas trop parlé, le diamant bleu que Jean-Baptiste Tavernier avait ramené des Indes en 1669 pour le roi. Et grâce à l'expertise de John Atleberg, un ami lapidaire new-yorkais, on a pu faire la trilogie. Donc c'est le même diamant en version indienne, en version française et en version retaillée par les voleurs à Londres. Donc pour terminer, en conclusion, la minéralogie maintenant au XXIe siècle, vous voyez qu'on fait beaucoup de choses extrêmement différentes. Donc on travaille dans des archives, sur des échantillons, on fait des spectroscopies, on essaye de trouver des tableaux nouveaux. Et puis tout ça est résumé dans une série de livres, mais bien au-delà, il y a des livres qui traitent aussi de tous nos autres activités. Vous retrouverez donc sur le YouTube un détail de tous ces livres-là. L'expo Pierres précieuses, dans lequel on a présenté l'année dernière les nouvelles répliques exactes du diamant bleu de Louis XIV, des livres sur le jade et des livres plus sur l'art contemporain, en quoi la pierre a beaucoup inspiré les artistes contemporains. Des livres édités au niveau du muséum, où on reprend beaucoup les histoires du diamant bleu et du saphir. Beaucoup d'objets de joaillerie aussi. On a un certain nombre de livres à ce sujet-là, dans diverses langues. Et puis,
plus d'un côté littéraire. Mon roman sur le diamant bleu avec Eric Piandanida est réédité, donc on ne trouve plus l'original ou sinon d'occasion. Et sinon aussi, je travaille beaucoup sur Roger Caillois et les pierres de rêve. C'est de la poétique du XXe siècle appliquée aux échantillons de la collection de Roger Caillois que nous avons acquise au muséum. Et puis, il n'y a pas que des livres, hein. On parle beaucoup ici de livres et c'est très bien, mais il y a aussi des périodiques, des revues. Alors, et ce n'est pas tout le temps trop compliqué. Donc, Reflet de la physique, revue de gémologie, édition ISTE. On a toute une série d'articles avec des niveaux de difficulté variables dans lesquels vous pourrez retrouver toutes ces données si vous le voulez bien. Puis les livres à venir sur le guide des minéraux et pierres précieuses avec une variante à venir à la fin de l'année, un guide des pierres précieuses avec plusieurs langues et puis un livre à venir sur les diamants de la couronne avec le musée du Louvre à la fin de cette année. Je vous remercie. Attendez, je vous remercie et puis j'écoute vos questions. Alors, le principe d'un moulage au plomb. Oui. Oui, alors la question était quel est le principe d'un moulage en plomb et à quoi ça pouvait servir ce genre d'objet, hein, si je ne vous trahis pas trop. Eh bien, alors, en général, on faisait des moulages à deux occasions. Premièrement, quand on devait retailler une pierre. Alors, on peut se dire que c'est peut-être les voleurs qui ont fait un moulage du diamant bleu avant de le retailler sous la forme du haup. Au début, j'y croyais pas trop. Mais maintenant, après avoir étudié les différents personnages qui sont impliqués dans cette histoire de moulage, je me demande si c'est pas ça, finalement. Alors, après, comment on le fait? Je vais terminer la question. Il y a des fois, on fait des moulages aussi quand on veut faire un bijou. Et plutôt que de travailler sur la pierre originale et risquer notamment de l'ébrécher au moment où on la sertit, au moment où on rabat les griffes en métal, on fait faire une copie en plomb. On prépare le bijou avec la copie en plomb et dès qu'on est prêt, on met l'original. Comme ça, on est sûr de ne pas trop l'endommager. Alors, comment on fait? Alors, on n'a pas de guide qui nous explique comment il le faisait à l'époque. Mais ce qu'on pense, c'est que il revêtait, il plongeait la pierre, le dessous de la pierre dans de la terre glaise, comme si on voulait prendre une empreinte. Il laissait sécher. Il mettait des petites tiges par-dessus, des tiges en bois. Après, il faisait venir une nouvelle couche d'argile par le dessus, qu'ils empalaient, entre guillemets, sur les trois petites tiges, et qui prenait le moulage de la partie supérieure. Il faisait sécher, en faisant bien attention, en mettant une feuille de papier avant de poser la couche d'argile au-dessus, de façon à que quand c'est parfaitement sec, on peut le démouler, récupérer la pierre, évidemment, et après on referme la chose, on scelle bien avec la nouvelle argile, après on perce deux trous à l'endroit où on va introduire le plomb fondu, le deuxième trou sert à chasser l'air, et a priori on coule le plomb là-dedans, on laisse refroidir, et a priori on casse le moule en argile et on a un plomb. A priori c'est comme ça. Allez. La chiralité? Alors, est-ce que la chiralité est une notion pertinente en cristallographie? Mais absolument, c'est une bonne question. D'ailleurs, ça a été découvert dans les minéraux à l'origine, plus ou moins. C'était Auguste Laurent, un chimiste du 19e siècle, dont s'est basé, sur les travaux desquels Louis Pasteur s'est basé. Et Louis Pasteur, avant d'être le microbiologiste que l'on connaît, était un minéralogiste cristallographe. Et ils ont observé, d'abord dans de l'acide tartrique au fond de cuve, et ça c'est Pasteur qui l'a observé, parce qu'originaire de l'Est, il avait accès à des belles cuves de vin d'Alsace. Il a observé l'acide tartrique et après, la chiralité a été observée dans du quartz avec des cristaux lévogyres, des cristaux droits et gauches. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tous les cristaux de quartz ne se ressemblent pas exactement. Et effectivement, on a trouvé cette notion de chiralité, c'est-à-dire
des orientations cristallographiques qui ne sont pas les mêmes au sein d'une même espèce, alors qu'a priori, selon les lois des cristallographes, notamment René Juste-Huy, à cette époque-là, pour ces gens-là, ça ne devait pas exister. Tous les cristaux se valaient. Alors il y a très peu de cristaux dans la nature qui montrent de la chiralité. C'est une notion vraiment compliquée, mais le quartz en est un exemple. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Après, ça s'est observé beaucoup plus en chimie organique. Oui, madame. Bien. Oui, alors pourquoi le premier diamant de la couronne de France s'appelle le Grand Sancy? C'est sous-entendu, il y a le Petit Sancy. Alors oui, non, ça n'a pas trop à voir avec le puits de Sancy, ou alors c'est très loin. Non, c'est par opposition, c'est en mémoire du seigneur, l'un des ministres des Finances d'Henri IV avant Sully, c'était Harlay de Sancy, qui a acheté 2 gros diamants pour son compte, et il voulait qu'il y en ait un, le plus gros, le Grand Sancy, qui soit récupéré par Henri IV pour les joyaux de la couronne qui avaient été dévastés par Henri III à cause des guerres de religion, parce qu'il avait besoin de financer ses guerres contre les protestants. Donc il a dilapidé tout le fonds des joyaux de la couronne, et quand Henri IV est arrivé, après sa bonne messe à Paris, il s'est retrouvé avec les mains vides pour son couronnement, etc. Il y avait quasiment plus de pierreries. Et alors Harlay de Sancy, qui était richissime, c'est normal, il était ministre, donc il est arrivé en disant j'ai des cailloux, je peux te les prêter. Bon, Henri IV n'a pas voulu, mais il va prendre le Petit Sancy qu'il va mettre sur la couronne de Catherine de Médicis pour son sacre. Finalement, c'est les Anglais qui vont récupérer le Grand Sancy. Ils vont continuer à l'appeler The Sancy Diamond, et James Ier l'aura sur ses joyaux de la couronne, et c'est à la débâcle de la couronne britannique sous Cromwell, notamment Charles Ier, avant d'être décapité, va envoyer Marie-Henriette Marie de France, vendre les diamants de la couronne d'Angleterre. C'est Mazarin qui flaire le bon coup. L'homme le plus riche d'Europe à l'époque, c'est normal, il était ministre. Et donc, il récupère le diamant, et à sa mort en 1661, il le donne à Louis XIV parce qu'il avait peut-être besoin de se faire pardonner des choses. Et il rentre sous le nom de Premier Mazarin, mais très rapidement, on lui redonne le nom de Harlay de Sancy, qui était quand même une personne très importante de l'État, un ministre des Finances d'Henri IV, mais qui avait... Enfin, par rapport à Mazarin, qui était le sorte de grande éminence, Premier ministre de tout, sous Louis XIV, c'est assez étonnant. Donc voilà d'où vient la notation. Et même en 1691, on a complètement oublié le nom Premier Mazarin, alors qu'il avait légué ses diamants à la couronne de France en spécifiant bien qu'il devait s'appeler Premier Mazarin. Mais il ne sera pas écouté. Dernière question. Ah, dernière double question. Oui. Ouais. Alors, 2 très bonnes questions. On va commencer par la première. Merci infiniment. Alors, effectivement, quand on regarde la question était, quand on regarde le Grand Saphir, on a l'impression de voir dedans des tas d'autres choses. Alors, effectivement, il y a des tas d'autres choses. On n'a plus de temps, mais bon, on va aller très vite. Il y a des inclusions. On la voit quand on a l'œil tout en haut. Il y a des palissades de rutile pour d'oxyde de titane. Mais c'est surtout les réflexions. Parce qu'un diamant avec des grandes facettes comme ça vous réfléchit tout. Ça vous réfléchit l'appareil photo, le photographe qui est en train de le photographier, vous voyez tout. Alors j'ai mis un temps fou pour arriver à le photographier, pour minimiser ces artefacts de réflexion, de façon qu'on voit les vraies inclusions, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'ai répondu rapidement à la première. La deuxième question, c'est que quand vous demandiez, quand on introduit un atome de bore dans un cristal de diamant, est-ce qu'il n'y a pas besoin, est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça ne se passe pas bien du tout? Eh ben, ça ne se passe pas bien du tout, parce que c'est grosso modo comme si on essayait de me greffer un 5e bras. Je serais très ravi, mais enfin un troisième bras, je commence à être fatigué, et donc ça ne se passe pas bien du tout. Il y a une sorte de rejet du réseau d'atomes de carbone, parce que
qu'ils sont habitués à avoir des carbones qui se tiennent la main, et le réseau du diamant est ce qu'on appelle nous très covalent, c'est-à-dire qui se tient bien, qui est très robuste, et quand on rajoute un bore, bien qu'il est très proche du carbone, il n'a pas du tout les mêmes propriétés, ça ne se passe pas bien du tout. D'ailleurs, les premiers essais qu'on a fait, on est tombé sur un diamant qui était vert, donc on s'est dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien, donc effectivement, on a travaillé, on a essayé, après que le bore ait été injecté de façon un peu violente dans la structure, on a fait l'équivalent d'une cicatrisation, et en termes de physique, ça s'appelle de la DFT, c'est du... là j'ai un trou, c'est la théorie de la densité fonctionnelle, la théorie de la densité fonctionnelle, c'est-à-dire c'est une théorie qui va faire varier la position des atomes de carbone tout autour de ce bord, de façon à s'adapter à cette sorte de défaut qui a été injecté de force par l'introduction de ce bord. Alors on y arrive, c'est des gros calculs, je n'avais pas trop parlé là-dessus, mais in fine, ça nous permet d'avoir une structure, comme on dit, relaxée, c'est-à-dire que là où l'atome de bord est accepté tant bien que mal, ça ne se passe pas bien quand même, mais il est accepté tant bien que mal. Et pourquoi on sait que c'est accepté tant bien que mal? C'est que vous ne pouvez jamais mettre des teneurs très élevées en bord dans un diamant. Vous n'y mettez que des parties infimes, mais c'est suffisant pour donner une couleur bleue. Mais on ne peut pas en mettre des teneurs très élevées. Par exemple, le chrome dans un rubis, on peut en mettre jusqu'à 10%. D'ailleurs, le rubis a tellement de chrome qu'il en devient noir, mais on peut en mettre beaucoup parce que c'est plus facile de greffer du chrome dans une structure de rubis. Par contre, ce bord, oui, ça ne se passe pas bien du tout. Donc on rajoute cette étape-là, et quand on a réajouté l'étape de DFT, et qu'après on a essayé de résoudre l'équation de Schrödinger qui nous permet de calculer la couleur par la constante diélectrique, si vous voulez avoir tous les détails, ça nous permet, in fine, ça nous a permis d'avoir un spectre d'absorption qui est celui que je vous ai montré, avec un creux dans le bleu, et CQFD, comme on disait à l'époque. Voilà, merci à tous d'être là présents aujourd'hui. C'est un grand bonheur d'être avec vous. Et puis, bah voilà.